Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la première session de Boost ta méthode. Alors nous allons commencer par faire un petit test pour s'assurer que tout fonctionne correctement. À l'instant vous avez entendu une musique des Ramones qui a été diffusée pendant qu'il y avait la page d'attente. Je pense que vous l'avez entendu. Cette musique est une musique qui a été utilisée dans un film récent. Est-ce que vous reconnaissez ce film? Alors, vous pouvez du coup répondre en mettant la réponse sur le chat. Vous verrez, c'est le petit phylactère en bas à droite de votre écran. Est-ce que vous avez reconnu le film d'où est extrait cette musique des Ramones? Alors, je ne vois personne. Spider-Man Homecoming. Oui, bravo! Spider-Man Homecoming, exactement, bravo. Bah, il y a des gens qui ont des cultures, c'est bien. Très bien. Tout le monde m'entend bien, mais alors mettez votre... si vous pouvez mettre oui, non dans le chat, ça permettrait de savoir et s'assurer que tout se passe bien. Oui, 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 oui. Ah ben c'est super. Bon, ben, ça veut dire que la communication se passe bien. Eh bien, il est 14h01. Nous allons commencer notre première session de Boost ta méthode, qui est animée aujourd'hui par le père Pierre Clermidi, qui est le directeur du centre Laennec de Marseille. Vous savez, les centres Laennec, on les trouve à Lyon, à Paris et à Marseille. Ce sont trois institutions d'accompagnement d'étudiants en médecine tenues par des jésuites. Je suis jésuite, le père Clermidi ici aussi. Euh, le père Clermidi va aborder dans les instants qui viendront les questions importantes relatives à la préparation. De quoi ai-je besoin pour pouvoir, avant de me lancer dans ces études de médecine, et comment je peux réfléchir un petit peu à ces questions, aux défis qui m'attendent, etc., etc. Alors, on va vous envoyer à la fin de la petite intervention un lien d'un formulaire d'évaluation. Donc, on se prendra explicitement 5 minutes où je vous demanderai de remplir ce formulaire d'évaluation. Et après, on se quittera, sachant que je vous enverrai aussi le lien qui vous permettrait d'accéder à la conférence qui a été, cette conférence-là, enregistrée, pour si vous avez vous avez envie de revoir un morceau ou si vous avez des questions qui se posent. En tout cas, nous sommes ravis de vous voir cet après-midi. Vous étiez 270 de la France entière à vous inscrire à cette première session Boost ta méthode, qui ont lieu tous les samedis du mois de novembre de 14h à 15h30. Euh, et donc, je vais donc passer la parole au père Claire Midi. Alors, Pierre, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux mettre ton micro? Oui, très bien. Je vous entends très bien. Et alors, est-ce qu'on peut demander aux participants, en revanche, de couper leur micro? Parce que parfois, ça fait des petites interférences. Il y a du bruit chez eux. On entend tout. Qu'est-ce que je vois qu'il n'y a pas... euh, il y a Anaïs qui n'a pas fermé son micro. Il y a un certain Brand, Camille. Voilà, enfin, si vous pouvez fermer votre micro, couper votre micro, ça peut être bien. Ça fait moins d'interférences. Voilà. À toi, Pierre. Est-ce que vous me voyez bien? Alors, est-ce que- sur l'écran, est-ce que je suis en grand ou est-ce que c'est la petite vignette? Alors, moi, je te vois en grand, Pierre. Bon, alors ça va. Alors, bonjour à tous. Oui, cette première séance, elle va être consacrée finalement à ce qu'il faut vérifier avant de se lancer dans ces études de médecine. Euh, Avant d'aborder des questions un peu précises de méthode, c'est important de prendre de la hauteur, de prendre du champ, et puis de vérifier un certain nombre de choses. Alors, pour parler des enjeux des études de médecine, des enjeux des études médicales, alors, dans mon intervention, je vais utiliser le mot médecine ou profession médicale ou études médicales
Bien évidemment, ça concerne aussi ceux qui veulent faire pharmacien, devenir pharmacien, dentiste, kinésithérapeute ou sage-femme, ceux et celles. Voilà, mais pour aller plus vite, je ne vais pas répéter à chaque fois ces 5 professions, en sachant que la première année, maintenant qui est organisée sous 2 modalités différentes, permet d'accéder en deuxième année soit de médecine, soit de pharmacie, soit d'odontologie, soit de kinésithérapie, soit de maïeutique. Alors, pour parler de ces enjeux, mais comme je suis à Marseille, je vais utiliser une métaphore euh, marine, maritime, nautique. Voilà, ceux qui connaissent Marseille savent que en face de la ville, il y a les îles du Frioul. Généralement, on peut accéder à ces îles en prenant une navette. Il y en a qui le font avec une barcasse, il y en a même qui le font à la nage. Alors, il faut plutôt s'imaginer les études de médecine comme la traversée de l'Atlantique. Voilà. Alors, la traversée de l'Atlantique, un marin qui souhaite traverser l'Atlantique ou un étudiant, un élève de terminale qui souhaite s'engager dans les études de médecine, il doit vérifier un certain nombre de choses. La première, c'est de préciser son cap. Un marin, eh bien, il va définir son port d'arrivée. Est-ce qu'il veut aller à Rio de Janeiro, à New York ou aux Caraïbes? C'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui êtes en terminale, peut-être en première? C'est de prendre le temps de réfléchir aux motivations qui vous conduisent à vouloir entreprendre ces études. Qu'est-ce que vous voulez devenir et pourquoi? Voilà. C'est très important de se poser cette question, de ne pas faire l'impasse sur ce temps un peu de discernement. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir exercer un jour une profession médicale? Et il faut pouvoir dire des mots sur votre désir. Voilà. Il faut pouvoir exprimer avec des mots ce qui vous motive vraiment. Euh, alors, comment vous pouvez faire ça? Peut-être crayon en main, sur un papier, jour après jour, noter ce qui vous attire dans ce métier, dans ces métiers, les raisons pour lesquelles vous vous sentez apte à exercer un jour ce métier. Vous pouvez aussi aller discuter avec des médecins. Si vous en avez dans votre famille, bah, c'est très simple. Sinon, vous pouvez aussi solliciter votre propre médecin traitant. Si vous en avez un, vous téléphonez, vous lui dites, bah, voilà, j'envisage de faire des études de médecine, ou bien votre dentiste, si vous voulez être dentiste, etc. Et est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer parce que j'aimerais vous poser des questions? Voilà. Pouvoir avoir un dialogue avec lui, essayer de lui demander pourquoi il exerce ce métier, qu'est-ce qui le rend heureux, peut-être qu'est-ce qui est difficile aussi dans l'exercice de sa profession. Voilà. Vous pouvez aussi lire des livres qui ont été écrits par des médecins, il y en a beaucoup. Dernièrement, je lisais un livre sur la vie de Pasteur. Alors, il n'était pas exactement médecin, mais enfin, c'est très intéressant de voir son itinéraire, qu'est-ce qui l'a conduit à exercer son métier, comment il a fait progresser la science, la médecine en particulier. Voilà, vous pouvez donc essayer voilà, de vous fréquenter des personnes qui ont tout un passé de médecins et qui ont su écrire leur itinéraire. Voilà, ça peut aussi vous inspirer. Vous pouvez aussi, si vous êtes en terminale, parler avec votre professeur de philo. Euh, En philosophie, vous pouvez poser la question, ben, est-ce qu'il y a des critères qui existent et qui permettraient de vérifier que son désir, il est ajusté? Voilà. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne fait pas fausse route quand on a une option comme ça, une idée d'avenir? Voilà. Comment est-ce qu'on peut vérifier que c'est en place, que ça, c'est enraciné dans quelque chose qui est solide et que c'est pas simplement évanescent? Parce que si votre désir d'être médecin, il est fantasmé, il est comme ça un peu rêvé, le risque, c'est qu'à la première tempête, ben, vous risquez de chavirer. Voilà. Et puis en plus de ça, c'est ceux qui ont fait de la voile ou qui en font le savent, c'est à partir de son cap qu'on construit sa route. Voilà, un marin,
c'est en fonction de son cap qu'il va régler ses voiles. Alors s'il a des vents contraires, il va tirer des bords, c'est un peu plus long, mais il va finir par y arriver. Voilà. Il y a un vieil adage latin qui dit que celui qui ne sait pas où il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, important de préciser là où vous voulez aller et pourquoi. Euh, Quand un étudiant abandonne, baisse les bras en première année et qu'on débriefe avec lui les raisons qui font que ben, il préfère arrêter ou se réorienter, bien souvent, on découvre que finalement, il n'était pas très assuré dans son projet. Voilà. Alors, je vous donne quelques exemples de formulations qui montrent que c'est pas forcément un projet très assuré. Ça m'arrive d'avoir en entretien des étudiants à qui je pose la question, donc pourquoi tu veux devenir médecin? J'ai le souvenir de quelqu'un qui m'avait répondu, bah écoutez, je ne sais pas très bien quoi faire dans l'avenir. Mes meilleurs copains dans ma classe veulent aller en médecine à Marseille, eh bien je veux faire comme eux. Vous voyez bien que le mimétisme, le fait de faire comme ses copains, c'est pas une raison suffisante. Ou bien une fois, c'était une jeune fille qui me dit bah, je ne sais pas très bien quoi faire, je suis forte dans les matières scientifiques, mon père est médecin et il m'a dit tu n'as qu'à faire comme moi. Voilà, c'est un peu léger. Voilà. Alors attention, hein, on a le droit de vouloir exercer le métier de ses parents si ses parents sont médecins. Mais justement, ça vaut le coup d'aller discuter avec eux. Voilà, papa, si tu estimes que je peux devenir médecin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton métier, etc., etc. Donc vraiment, j'insiste sur ce point, prendre le temps dans les mois qui précèdent la rentrée pour préciser votre désir. Ça, c'est la première chose, le cap pour un marin. Un marin qui veut traverser l'Atlantique, ensuite, il va vérifier qu'il a une embarcation apte à traverser la mer, voilà, qui est faite, son bateau, il est fait pour supporter la haute mer. Hein, on ne peut pas traverser l'Atlantique avec un optimiste, il faut quand même un bateau qui tienne la haute mer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en médecine? Ça veut dire trois choses. La première, il faut avoir un niveau suffisant dans les sciences. Alors là, j'ouvre tout de suite une parenthèse parce que je l'évoquerai tout à l'heure. Ça vaut surtout pour ceux qui veulent aller en PASS. PASS, parcours accès santé, c'est ce qui ressemble plus à ce qui autrefois s'appelait la PACES, euh, parcours d'accès aux études médicales, aux études de santé, pardon. Euh, alors, le PASS, ceux qui veulent aller à l'université de médecine pour faire un PASS, très clairement, il faut avoir un bon, voire un très bon niveau dans les sciences. Il faut avoir un esprit scientifique. Il faut avoir un esprit qui est à l'aise avec des notions complexes, avec des choses un peu spéculatives sur le plan scientifique, avec les maths, avec la biophysique, voilà. Parce que en première année, l'évaluation va se faire sur des capacités scientifiques. Pas que, mais en partie sur des capacités scientifiques. Il faut pouvoir comprendre des choses qui sont compliquées sur le plan scientifique. Donc si vous n'avez pas ni de goût ni de talent pour les sciences, attention, je vous déconseille d'aller en passe. Alors il se trouve que maintenant, avec la réforme, il y a une autre voie d'accès en deuxième année de médecine qui est la LAS, licence avec accès santé. J'en parlerai tout à l'heure. Mais quand même, de toute façon, il faut quand même avoir un peu de goût pour les sciences parce que, euh, en dehors de cet aspect purement académique et le concours de première année, la médecine, l'odontologie, la maïeutique, etc., ça reste une science. Pas qu'une science, mais il faut avoir quand même des aptitudes scientifiques. Hein, si vous êtes un poète génial, mais que vous n'avez aucune aptitude dans les sciences, c'est peut-être pas le métier qu'il faut choisir. Euh, alors, comment on peut savoir si on a les capacités? Ben, surtout que maintenant, il n'y a plus de section S, etc. Vous avez des tas d'options. Il n'y a pas
Il n'y a pas d'itinéraire absolu ou voilà, de passage de parcours qui serait vraiment absolu. Il y a des gens qui font, par exemple, en terminale, physique, chimie et SVT, c'est très bien. Il y en a qui font maths et physique, chimie, ça le fait aussi. Il faut simplement peut-être prévoir pendant l'été de rattraper le programme de biologie de terminale, qui n'est pas si compliqué que ça. Il y en a qui font maths et SVT, ça le fait aussi, mais du coup, il faut peut-être compenser pendant l'été, surtout la chimie, voilà, refaire un peu de chimie. Bon, il n'y a pas d'itinéraire absolu, donc il faut être à l'aise dans ces matières, quelles que soient les options que vous avez prises. Euh, ensuite, moi, j'ai la coutume de dire que quand on fait la moyenne dans les matières scientifiques des 3 trimestres de première, du premier trimestre de terminale, il faut que cette moyenne, elle soit égale ou supérieure à 11. Alors, ça dépend beaucoup des lycées. En région du Sud, en Provence, ça dépend beaucoup des lycées. Il y a des lycées 11, c'est une note tout à fait honorable. Dans d'autres lycées, il vaut mieux avoir 14. Alors après, à Paris, en région lyonnaise, je ne sais pas. Mais vous voyez, si vous n'avez pas la moyenne dans les matières scientifiques, ça pose quand même un petit problème parce que le dernier reçu, pour parler de Marseille, le dernier reçu, il a 15,5 de moyenne. Donc si vous avez 8 au lycée, comment vous allez faire pour avoir 15,5 de moyenne en première année de médecine? Il y a peut-être des raisons qui expliquent que vous n'avez pas de très bons résultats au lycée. Bon, voilà. Mais il ne faut pas se raconter des histoires, il faut quand même vous engager sur la base de compétences scientifiques. Voilà. Et une meilleure manière de vérifier les compétences, c'est quand même les notes qu'on obtient au lycée. Ensuite, c'est pas suffisant parce qu'il y a des gens qui au lycée sont très forts dans les matières scientifiques, se débrouillent très bien, n'ont pratiquement pas besoin de travailler parce que ça leur est assez facile, naturel, c'est fluide, ils comprennent tout et ils travaillent un peu avant le bac, ils révisent un peu et ils obtiennent une mention. Sauf que c'est pas suffisant parce que en médecine, en plus d'avoir des capacités dans les sciences en première année, il faut aussi de grosses, grosses, grosses capacités de travail. Hein, c'est le deuxième point d'une bonne embarcation. Pour s'embarquer dans les études de médecine, il faut avoir de grosses capacités de travail. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, il faut être capable de rester des heures et des heures à sa table de travail, d'apprendre des choses compliquées, d'apprendre des pages et des pages quasiment par cœur. Alors, il faut les comprendre, mais il faut aussi les apprendre. Et ça suppose de consacrer beaucoup d'énergie au travail personnel. Alors, je dis ça parce que je me souviens d'une personne qui m'a dit, au bout de 15 jours, elle a arrêté en me disant, bah, écoutez, moi j'ai besoin de ma dose de jeux vidéo chaque jour et je ne peux pas rester des heures comme ça à une table de travail. Bon, bah, il a arrêté tout de suite médecine, il est allé en fac de maths et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il était heureux comme tout, pouvait faire de l'informatique tant qu'il voulait, et voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on a ces capacités de travail? Parce que ben, au lycée, vous travaillez, mais enfin, imaginez qu'en médecine, vous avez 4 heures de cours par jour, en tout cas c'est le cas comme ça, c'est le cas à Marseille, auquel il faut ajouter 6 à 8 heures de travail personnel par jour, 8 à 10 heures le samedi et autant le dimanche. Voilà. Et ce, pendant 14 semaines, 15 semaines selon les facs, au premier semestre et un peu plus même au second semestre. Donc, il n'y a pas de vacances hein, de la Toussaint, il n'y a pas de vacances en février, c'est du non-stop. Les cours, c'est pas des cours de 50 minutes généralement, hein, c'est des cours, l'enseignant il arrive à 8 heures le matin, il finit à 10 heures moins 5, son collègue arrive à 10 heures et il termine à midi. Hein, à la fin du cours, vous avez 40 pages bien tassées à apprendre. Bon. Voilà, donc c'est ça qu'il faut se dire avant de se lancer. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier que on a des capacités de travail? Donc, moi, je vous invite à faire un petit exercice parce que vous avez sans doute dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent un bac blanc. Je pense que ça, malgré la réforme du bac, ça n'a pas été abandonné. Alors, si vous avez un bac blanc organisé dans votre lycée, généralement, c'est organisé sur un début de semaine, lundi, mardi, mercredi. Essayez dans les 15 jours qui précèdent de totaliser 120 heures de travail au total.
qui se décompose ainsi. Alors, je vous mets la petite étiquette. Vous essayez les 15 jours qui précèdent, sur 2 semaines qui précèdent, la première semaine du lundi au dimanche, vous essayez de totaliser 70 heures, c'est-à-dire vous prenez en compte les 30 heures de cours. Globalement, en moyenne, vous avez 30 heures de cours par semaine, auxquelles vous ajoutez 40 heures de travail personnel. La semaine suivante, juste avant le bac, vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, avant une épreuve difficile, on se repose, on relit quelques fiches, mais on essaye de se détendre pour avoir toutes ses facultés le jour même du bac blanc. Hein, c'est comme dans les épreuves sportives. L'exercice, le travail, l'entraînement, il se fait longtemps à l'avance. Et juste avant une épreuve, les sportifs, ils se reposent, ils font quelques échauffements, quelques petits massages, mais en tout cas, ils ne se fatiguent pas pour avoir toutes leurs facultés le jour de l'épreuve sportive. Donc du lundi seulement au vendredi, là vous essayez de totaliser 50 heures de travail, c'est-à-dire 30. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le lire ou si c'est à l'envers. La caméra le fait à l'envers, je ne sais pas. 30 heures plus 20 heures de travail personnel, ça fait 50 heures. Au total, ça fait 120 heures. Si je dis les choses autrement, 120 heures, c'est en gros sur 12 jours, c'est 10 heures de travail par jour. Voilà. Donc, vous calculez le nombre d'heures de cours que vous avez et vous rajoutez du travail personnel pour faire un total de 10 heures par jour. Ce pendant 12 jours. Ça fait 120 heures. Si vous y arrivez, c'est-à-dire si au bout de 12 jours, vous êtes plutôt en forme, si vous avez pu le faire sans que ça vous coûte de renoncer à votre série préférée, si vous êtes arrivé à faire ces 120 heures de travail sans tirer sur le sommeil, en préservant vos heures de sommeil, si vous avez pu dès les cours finis, allez vous mettre au travail sans passer par la case bistrot avec vos copains. Voilà, si vous avez un peu laissé de côté les conversations avec le téléphone, avec vos amis qui prennent beaucoup de temps et qui déconcentrent. Si vous êtes arrivé à faire tout ça et que vous êtes plutôt bon, bien voilà, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est plutôt bon signe. C'est un test qui vous permet, qui vaut pour ceux qui veulent faire médecine, qui vaut aussi pour ceux qui veulent faire une prépa, etc. Si en revanche, vous n'y arrivez pas, si sur 12 jours, vous tenez 3 jours et puis après, hop, ça y est, il y a une baisse de régime, vous n'arrivez pas à tenir les 10 heures de travail au total par jour, eh ben, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire médecine, mais ça veut dire que vous avez 6 mois pour y arriver, quoi. Parce que l'an prochain, de toute façon, ce sera ce régime-là. Voilà. Donc c'est un bon test. L'avantage de faire ce test, moi je vous invite à le faire, vous pouvez peut-être le faire à 2 ou 3, comme ça vous vous stimulez les uns les autres, vous, voilà, vous faites le point régulièrement, vous vous encouragez mutuellement, et ça c'est plutôt bien. Si vous faites ce test, l'avantage c'est qu'au bac blanc, c'est sûr, vous aurez de bons résultats. Voilà. Si vous travaillez très sérieusement les 2 semaines qui précèdent un bac blanc, normalement les résultats sont au rendez-vous. Alors je dis ça parce que en médecine, ça peut ne pas être le cas. Et ce qui me conduit à aborder le troisième point d'une bonne embarcation, le troisième critère d'une bonne embarcation pour se lancer dans médecine, c'est la capacité à durer dans quelque chose qui est difficile. Euh, c'est la persévérance, c'est la ténacité, parce que en première année, vous pouvez travailler énormément, beaucoup plus qu'au lycée, jusqu'à 70-80 heures par semaine, et ne pas obtenir de très bons résultats dans les épreuves d'entraînement. Pourquoi? Parce que au lycée, quand vous apprenez et que vous travaillez une leçon, si vous connaissez votre cours à 70%, mathématiquement, mécaniquement, s'il y a une question qui tombe à l'examen sur cette leçon,
vous tartinez, enfin voilà, vous essayez de retranscrire les 70% de connaissances qui vous restent en mémoire. Mathématiquement, vous avez 14 sur 20. En médecine, vous pouvez connaître votre cours à 80% et ne pas avoir la moyenne. Parce que les questions, elles sont tellement pointilleuses qu'elles vont mettre le doigt sur les 20% que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Or, pour maîtriser un cours entièrement, ben, il faut beaucoup, beaucoup de travail et il faut beaucoup de temps. Il faut des visions et des révisions et des répétitions jusqu'à ce que les connaissances se cristallisent dans votre mémoire et qu'ensuite vous soyez à l'aise pour répondre aux questions. Voilà, donc ça suppose, c'est un peu démoralisant parfois. Beaucoup d'étudiants trouvent ça dur hein, de prendre conscience qu'ils travaillent beaucoup, qu'au lycée, ils avaient toujours de très bonnes notes, très bon niveau, et puis d'arriver en médecine et dans les épreuves d'entraînement, avoir des notes plus que passables, voire pas la moyenne. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'accrochent, qu'ils traversent ça et que ça demande des qualités de, oui, de ténacité, de combativité. Alors quand je parle de combativité, c'est pas se battre contre les autres. J'y reviendrai après, peut-être quand on parlera un peu des Laennec, mais il ne s'agit pas de se battre contre les autres, mais de se battre contre ses propres démons, que sont le découragement, l'auto-dénigrement, la comparaison avec les autres sont meilleurs, je ne vais pas y arriver. Voilà, toute cette petite musique parfois qui arrive à l'oreille et qui finit par décourager l'étudiant qui pourtant au départ était très motivé. Voilà, donc ça, comment est-ce qu'on peut vérifier avant de s'embarquer qu'on a ces capacités? Voilà. Comment un marin qui veut faire la traversée de l'Atlantique, il peut savoir au départ si il sera capable d'affronter des tempêtes, des vents contraires, etc., des courants, je ne sais pas quoi, voilà, des avaries dans le bateau. Comment? Bon, il y a pas de garantie. Il y a des indices. Il y a des indices qui peuvent vous permettre de sentir si vous êtes armé pour durer dans quelque chose qui est difficile. Euh, Par exemple, si vous avez déjà fait l'expérience de durer dans des activités, de persévérer dans des activités, ça peut être un bon signe. Voilà. C'est pas une garantie, mais ça peut être un bon signe. Moi, quand je reçois un étudiant, par exemple, qui est, je sais pas, capitaine de son équipe de rugby, je me dis, voilà, un candidat qui, le dimanche matin, est capable de se lever, d'aller crapahuter sur des terrains gelés, voire ou boueux, de motiver son équipe, de perdre un match peut-être, mais de remotiver son équipe pour gagner le match suivant, etc., etc. Quelqu'un qui me dit j'ai fait 10 ans de danse, voilà, voilà les pointes, les assouplissements, enfin ça, tous les exercices, c'est pas forcément drôle. Bon, il a duré, cette personne a duré dans une activité. Quelqu'un qui me dit, je sais pas, j'ai fait 12 ans de piano, voilà, le solfège, les gammes, tout ça. Il y a un peu de persévérance là-dedans, ça peut être bon signe. Quelqu'un qui me dit, je fais les scouts, voilà, j'étais scout, ben voilà, les scouts, ils s'apprennent à se débrouiller dans la nature, ils dorment sous la tente, ils n'ont pas peur des araignées, que sais-je. Donc, c'est des indices qui laissent entendre que si il y a des gens aussi qui ont vécu des choses un peu difficiles dans leur vie, ça les a peut-être armés, qui sont déjà été confrontés à des épreuves, parfois ça les prépare à ce qui va être éprouvant en première année. Voilà. Alors là-dessus, il n'y a pas de garantie, c'est plutôt des indices qui peuvent laisser entendre qu'on est fait pour ça. Moi, généralement, je dis que si dans l'enfance ou l'adolescence, il y a eu des épisodes de fragilité, je sais pas, de l'insomnie, des épisodes d'anorexie, ou de crise de panique, de choses comme ça, il faut bien réfléchir avant de vous lancer dans ces études. Voilà. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas les faire, mais il faut bien réfléchir parce que l'expérience montre que sous la pression, si c'est mal réglé, c'est des choses qui remontent à la surface. Voilà. C'est, ça fait 11 ans que je suis directeur du centre Laennec. Beaucoup de gens finissent par arrêter assez vite au bout d'un mois ou deux. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et il y a ceux qui ne savaient pas très bien pourquoi ils étaient partis dans ces études, mais il y a ceux aussi qui sont rattrapés par des vieux problèmes et ça les rend incapables d'étudier, quoi.
Si on perd le sommeil, on peut pas étudier. Si on arrête de manger, on peut pas étudier. Voilà. Donc là, il faut pas se raconter des histoires. C'est à vous de voir. Voilà. Moi, souvent, je dis aussi que pour faire des études de médecine, il faut aimer la vie. Aimer la vie, c'est-à-dire, il faut sentir qu'en soi, on a le potentiel, on a suffisamment confiance en soi pour se lancer dans ces études. On sait que c'est difficile, mais on pense, on croit qu'on va y arriver. Hein, il faut avoir cette posture intérieure, cette disposition intérieure, c'est important. Voilà, donc un cap, une bonne embarcation. Une bonne embarcation, c'est des capacités dans les sciences, de grosses capacités de travail et aussi une capacité à durer, à persévérer dans quelque chose qui est très difficile. Euh, Après, il y a un troisième point qu'il faut considérer. Alors, c'est pas facile quand on a 17-18 ans. C'est le fait suivant. Un marin, si il s'embarque pour faire la traversée de l'Atlantique, il sera très difficile dès lors qu'il a quitté les côtes. Hein, souvent, il fait une étape aux Açores, puis après, il part dans le grand large, vers le grand large. Il sera très difficile de quitter le navire. Alors, il peut être élitroyé, mais en principe, c'est compliqué. Alors, ça veut dire quoi en médecine? Ça veut dire que si vous réussissez la première année, enfin, vous réussissez le passage en deuxième année, troisième année, quatrième année, etc. C'est très difficile de changer d'orientation, à moins de repartir quasiment à zéro, parce que vous êtes un petit peu sur, pas des rails, mais les études sont tellement spécifiques que c'est très difficile de se réorienter. Voilà. Et je dis ça parce que chaque année, en quatrième année, je pense que ça doit être assez commun à toutes les villes, à toutes les facs de médecine. En tout cas, à Marseille, c'est vraiment très notable. En quatrième année, souvent au mois de janvier, c'est-à-dire après un trimestre, la quatrième année, c'est le début de l'externat, c'est la période où les étudiants vont de plus en plus en stage, ils ont stage quasiment tous les jours. Alors, selon les organisations, voilà, soit ils sont à temps plein pendant un mois et ils ont un mois de cours, soit ils y vont tous les matins, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de temps à l'hôpital. Et souvent, en quatrième année, après un trimestre à l'hôpital, un trimestre un peu sérieux, beaucoup abandonnent. Hein, je ne suis plus à Marseille, je ne sais pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, ils étaient 13. Hein, ça fait sur 400 étudiants, c'est quand même beaucoup. Euh, et qui abandonnent parce que ils découvrent qu'il y a des patients. Voilà. Euh, je- En première, deuxième année, troisième année, c'est beaucoup dans les livres. Les stages, éventuellement, c'est dans les labos, les choses comme ça. C'est des mini-stages, ils ne sont pas très impliqués. Et en quatrième année, là, ils découvrent qu'il y a des patients et qu'un patient, ben, c'est pas toujours très rigolo, qu'un patient, ça peut se sentir mauvais, qu'un patient, il peut être agressif, que la famille, elle n'est pas toujours très sympathique avec le personnel soignant, que dans le service, les collègues ou les chefs peuvent être désagréables et que comme on ne sait pas beaucoup de choses, il arrive qu'un étudiant se fasse enguirlander par son senior et finalement ça déstabilise et il y a des gens qui préfèrent arrêter, qui se disent en quatrième année, je ne suis pas fait pour ça. Or, en quatrième année de médecine, découvrir qu'on n'est pas fait pour ça, ben, c'est très difficile de se réorienter à moins de repartir quasiment à zéro, quoi. Vous pouvez avoir une équivalence pour entrer en deuxième année de biologie, bon, mais c'est à peu près tout, quoi. Hein. Moi, j'ai un étudiant qui avait abandonné comme ça, il est parti pour être compagnon du Tour de France pour devenir charpentier d'art. Très beau métier. Mais il avait fait 2 premières années, deuxième, troisième, quatrième année. Il a 5 ans. Voilà. 5 ans lui ont servi pratiquement à rien. Euh, un copain aussi comme ça, dentiste, il y a quelques années, 35 ans. 35 ans, il se rend compte que ça lui plaît plus, ce métier, que toute la journée il est dans la bouche des gens, que ses patients, bah, ils parlent pas forcément, ils peuvent pas, et que ça lui plaît plus. Mais je lui dis, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vends ton cabinet? Tu fais quoi? À 35 ans, très difficile de remonnayer
ses études et ses compétences. Si vous faites une prépa, si vous faites une école d'ingénieur, après des études d'ingénieur, vous pouvez faire 1000 métiers. Vous pouvez faire de la production, de la conception, de la finance, du management, etc. Créer votre entreprise, etc. Si vous faites Sciences Po, après Sciences Po, vous pouvez faire 1000 métiers. Si vous faites du droit, c'est pareil. Il y a plein de masters, vous pouvez voilà, travailler dans plein de domaines. Quand vous faites médecine, pharmacie, etc., votre destin, ce sera de prendre en charge des malades. Donc, si les malades, vous êtes allergique, vous découvrez que vous êtes allergique, ben voilà, c'est compliqué. Alors après, dans la médecine, il y a plein de spécialités possibles. Il y en a aussi qui peuvent, où la relation au patient est plus importante que dans d'autres spécialités. Mais quand même, globalement, un médecin, son quotidien, c'est de s'occuper des malades. Voilà. Un pharmacien, son quotidien, c'est de s'occuper des gens qui viennent à la pharmacie. Un dentiste, son quotidien, c'est de s'occuper de la dentition de ses patients. Voilà. Une sage-femme, son quotidien, bah, c'est les femmes enceintes qu'il faut accoucher, etc., etc. Alors, je sais qu'à 17-18 ans, c'est compliqué hein, de se projeter comment on sera à 25 ans, à 30 ans. Voilà. Mais enfin, sachez-le. Voilà, sachez-le. Si vous vous lancez, et si la première année, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait pour ça, c'est pas grave. Là, vous vous réorientez très vite. Mais si vous réussissez, sachez qu'ensuite, vous êtes un peu sur un chemin où il n'y a pas beaucoup de bifurcation possible. Voilà. Donc, un cap, une embarcation et le fait que c'est des études qui font que à terme, vous allez devoir vous occuper de patients, de personnes qui sont en détresse d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que j'allais dire sur un peu avant de vous embarquer, les choses qu'il faut vérifier. Alors, j'aimerais aussi vous dire deux mots sur le- sur les centres Linec, parce que peut-être que vous vous êtes inscrite aussi, inscrit et inscrite à cette session pour un peu mieux connaître les centres Linec. Alors, les trois centres Linec ont des fonctionnements assez proches, bien qu'un peu différents. C'est dû à l'organisation des facs dans chaque ville. À Marseille, par exemple, il n'y a qu'une fac de médecine. Donc, c'est de cette manière plus facile qu'à Paris, où il y a plusieurs facs, ou à Lyon, il y a deux facs. Euh, on peut dire que l'ambition des centres LAENEC, c'est pas d'abord, ça va vous surprendre, j'espère que ça va pas vous faire fuir, c'est pas d'abord de vous faire réussir les concours. Notre ambition, c'est les patients dont vous allez vous occuper un jour. Et les patients dont vous allez vous occuper un jour, ils ont besoin de professionnels médicaux, de médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, kinés, etc., qui soit compétent sur le plan scientifique et médical, qui soit humain sur le plan relationnel, qui sache travailler en équipe et qui ait le sens du bien commun. Alors, je développe. Très compétent sur le plan scientifique et médical et technique. Pourquoi? Parce que la médecine, aujourd'hui, suppose que les médecins, les acteurs, soient, comment dire, maîtrisent beaucoup de connaissances. Un médecin aujourd'hui, quelqu'un par exemple, passe le concours de l'internat en 6e année, très clairement, il a beaucoup plus de connaissances que le médecin de mes grands-parents. Le programme de l'internat, pour vous donner une idée, le programme donc du concours national de l'internat, ce qui permet de choisir ensuite la spécialité, ça correspond à 15 000 pages. Un étudiant en fin de 6e année, il connaît 15 000 pages, le contenu de 15 000 pages. Euh, et non seulement un médecin aujourd'hui, parce que la médecine, la science, elle a fait beaucoup de progrès, elle ne cesse de progresser. Je pense qu'en 50 ans, la médecine a fait davantage de progrès que les 20 siècles précédents. Voilà. Il y a eu des progrès énormes sur la connaissance du vivant, la connaissance du corps humain. Il y a eu des progrès énormes sur tous les moyens d'exploration, la radiologie, mais aussi la biologie. Voilà. Euh, tout,
beaucoup de progrès du côté de la chirurgie, aussi des traitements, voilà, la chimiothérapie, etc. Et donc, le médecin, ben, il a beaucoup de choses à connaître. Et en plus de ça, le médecin d'aujourd'hui, il a affaire à des patients qui, parce qu'ils ont accès à Internet, ont aussi beaucoup de connaissances. Voilà, un patient peut aller très facilement s'informer grâce à Internet et avoir accès à des banques de données énormes, comprendre ce qui lui arrive, et du coup, il est capable de discuter le morceau, si j'ose dire, avec son médecin. Donc le médecin, non seulement il doit avoir beaucoup de connaissances, mais il doit être capable de dialoguer et puis de répondre aux questions d'un patient. Autrefois, il y avait, dans le meilleur des cas, un Larousse médical dans la maison, mais aujourd'hui, voilà, tout le monde a accès à des Il dit tas des trucs d'informations. intéressants, il me fait rire, il dit Ah, oups. quelqu'un voulait s'exprimer? Non? Bon. Voilà, donc ça c'est, il faut vraiment le savoir. Voilà. Donc nous, notre ambition, c'est de préparer des médecins qui ont beaucoup de connaissances. C'est pour ça que dans les centres Laennec, on n'a pas trop de scrupules avec ce qu'on pourrait appeler l'excellence, ou en tout cas le travail intellectuel et scientifique. Mais c'est pas suffisant parce que un médecin, il peut être très compétent, avoir beaucoup de connaissances. Il faut aussi des qualités relationnelles, hein, parce que la médecine, c'est pas seulement une science, c'est aussi un art, l'art d'entrer en relation avec des patients, l'art de nouer avec eux ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui est faite de confiance réciproque. Et donc, le médecin, il doit avoir des qualités d'écoute, d'empathie, il doit savoir aussi parler, il faut qu'il, c'est aussi une espèce d'enquêteur, il faut qu'il ait du nez pour essayer de découvrir ce que le patient a, il faut qu'il sache un petit peu discerner dans ce que le patient lui dit, le vrai et le faux, hein. Moi, mon médecin, parfois, je lui dis pas tout parce que j'ai peur qu'il me mette au régime sec. Voilà. Alors déjà, il m'a interdit le saucisson, vous voyez, donc si je dis tout, il va tout m'interdire. Donc, on est tous comme ça, les patients. Donc, le médecin, vous voyez, il a ses connaissances médicales, mais il a aussi le flair pour savoir si ce que le patient lui dit, bah, c'est juste, c'est vrai. Voilà, il faut qu'il sache poser les bonnes questions, entendre. Voilà. Derrière une plainte, parfois il y a autre chose, il faut arriver à le détecter. Voilà. Donc des qualités relationnelles. Des- Après, il faut qu'il sache travailler en équipe parce que la figure du médecin tout seul dans son cabinet ou du pharmacien tout seul dans son officine, c'est une figure qui tend à disparaître, hein. Aujourd'hui, si vous travaillez un jour à l'hôpital, très clairement, c'est un travail d'équipe avec vos collègues médecins, avec l'équipe soignante, avec tous les acteurs qui travaillent à l'hôpital. Mais même si vous travaillez en libéral, vous serez forcément en interrelation avec beaucoup d'autres acteurs, hein, médicaux, paramédicaux, sociaux, etc. Et donc, il faut avoir un peu de talent et un peu de goût pour ce travail en équipe, hein. Si vous voulez exercer un métier où vous ne souhaitez pas avoir des relations avec d'autres, où vous voulez qu'on vous foute la paix, comme on dit, bah, peut-être que c'est pas la médecine qu'il faut choisir. Et puis quatrièmement, qui est le sens du bien commun, parce que, qu'on le veuille ou non, en France, on a quand même un système de santé, même s'il est parfois en souffrance, qui est quand même plutôt performant. Beaucoup de pays nous envient notre système de santé. Euh, la santé pour notre nation, ça a du prix. Si on regarde d'ailleurs l'argument que le président de la République avait fait valoir lorsqu'il a décidé de mettre le pays en confinement au moment du Covid, c'est l'argument sanitaire, hein, hein. Pour préserver la santé des plus faibles, eh bien, je décide le confinement, voilà, et je demande à chacun de rester chez lui, voilà. Donc d'une certaine manière, voilà, la santé l'argument sanitaire était plus fort que l'argument économique. Donc on a la chance d'avoir ça, mais ce système de santé, il ne fonctionne que si ceux qui le font marcher, ceux qui l'actionnent, ceux qui sont les acteurs, ne se servent pas dans la caisse. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bien commun et on ne doit pas en faire son fonds de commerce. Et en tout cas, nous, on serait très, au Centre Laennec, on serait très dépité si on devait apprendre un jour qu'un de nos anciens étudiants commet des cahuzaceries.
Voilà, j'ai rien contre M. Cahuzac, mais enfin, comme le substantif est rentré dans la langue française, je l'emploie, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez donc 4 qualités essentielles, les compétences scientifiques, les qualités de relations humaines, dans les relations humaines, la capacité à travailler en équipe et puis le sens du bien commun. C'est ça notre visée. Voilà. C'est ça dont les patients ont besoin, voilà, d'avoir des professionnels médicaux qui ont ces qualités-là. Alors évidemment, pour avoir un jour des professionnels médicaux qui ont ces qualités-là, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des études et donc qui réussissent les concours. Voilà. Et donc les centres LANEC, c'est là qu'on intervient, on accompagne les étudiants pour les faire réussir leur concours, mais ce n'est pas un but en soi. C'est un passage obligé, c'est un chemin, mais ce n'est pas notre raison d'être, on va dire. Hein. Ce n'est pas notre ambition. C'est oui, un passage obligé. Voilà. Et comme il est difficile, eh bien, on fait tout ce qu'on peut pour accompagner au mieux ce passage. Alors, selon les centres LANEC, il y a quelques différences, mais disons que ça repose sur 2 piliers essentiels. Notre pédagogie, c'est s'entraider et s'entraîner. Voilà. S'entraider parce que vous l'avez compris, ces études sont difficiles. La traversée de l'océan, c'est difficile et donc on a plus de chances d'y arriver si on le fait non pas en solitaire, mais en équipage, pour reprendre la métaphore marine. Donc plus on s'entraide, plus on se soutient mutuellement, plus on se passe des tuyaux, plus on a de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres, mieux on réussit. Le seul jour où on est seul contre tous, où les étudiants sont seuls contre tous, c'est le jour du concours. Avant, ils ont vraiment intérêt à se serrer les coudes. Et l'expérience montre que c'est vraiment efficace. Hein. Faire cavalier seul, à tous les coups, c'est aller dans le mur. On va pas très loin. Si on se serre les coudes, si on est solidaire, si on s'entraîne, si on s'encourage, eh bien, on a plus de chances de réussir. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, s'entraîner, parce que le concours, c'est un genre littéraire, hein, concours de première année, en tout cas, on passe des QCM. C'est très compliqué. Les questions, elles font référence à des choses très subtiles. Hein. Qu'est-ce que c'est un QCM? Un QCM, c'est des propositions vraies, sauf celles qui sont fausses. L'enseignant qui donne un QCM, il n'invente pas des phrases complètement. Il prend des phrases de son cours. S'il ne les transforme pas, elles sont exactes. Sinon, pour les rendre fausses, pour les falsifier, il va changer juste un petit détail. Voilà. Il va changer un adverbe. Il va changer le sens d'un verbe qui a une portée logique. Il va, oui, un adverbe au lieu de toujours, il va mettre principalement. Ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Il va changer un adjectif. Voilà. Antérieur, postérieur. Donc si on ne fait pas attention, on se trompe. Endogène, exogène, concave, convexe, etc. Il va changer une unité de valeur. Il va changer un chiffre. Hein, 10 puissance moins 19, il va mettre 10 puissance 9. Alors si on ne fait pas attention, on se trompe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire. Il y a des pièges qui sont récurrents, qui tombent. Alors, plus on s'entraîne, plus on tombe dans les pièges une fois, moins on a de chance de tomber dans les pièges le jour du concours. Voilà. C'est important du coup de s'entraîner. S'entraîner aussi, ça permet de voir ben, où on en est. Est-ce qu'on a une bonne note? Est-ce qu'on connaît des choses? Est-ce qu'on arrive à avoir tout juste à certaines questions? Les questions, on n'a pas tout juste, pourquoi? Ça permet aussi de cibler ses apprentissages. On comprend mieux ce qu'il faut apprendre quand on s'entraîne, quand on fait des annales, quand on fait des QCM, quand on fait des séances d'entraînement ou des concours blancs. Hein, ça permet de voir ce qui est attendu le jour du concours et du coup, ça permet d'orienter aussi ses apprentissages. Est-ce que j'apprends suffisamment les détails quand j'apprends? Donc ça, c'est les 2 piliers, s'entraider et s'entraîner. Voilà, après, selon les centres, il y a des modalités un peu différentes. Voilà, ça c'est pour l'examen de passe, hein, qui est très difficile, très sélectif. Généralement, ceux qui s'inscrivent en passe sont souvent des étudiants brillants, donc la concurrence est très dure.
Voilà. Alors, un mot sur la LAS, parce que c'est ce que vise la réforme qui est en place depuis la deuxième année. Pour vous, ce sera la troisième année. LAS, ça veut dire licence avec accès santé. Alors, généralement, les étudiants qui veulent faire médecine, en tout cas ces 2 dernières années, ne veulent pas aller en LAS. Parce que je ne sais pas pourquoi, ils pensent que c'est tronqué, que c'est pas une possibilité pertinente pour accéder pour aller en deuxième année, pour accéder aux études. En fait, réfléchissez bien, c'est une vraie voie d'accès pour entrer en deuxième année. Pour Marseille, par exemple, les derniers chiffres que j'ai obtenus, c'est que cette année, en juin, il y aura 40% pour la médecine, hein, il y aura 40% des places qui seront réservées pour ceux qui viennent de PASS, 30% des places qui seront réservées pour ceux qui viennent de LAS, de licence accès santé première année, et 30% des places qui sera réservées pour ceux qui viennent de licence accès santé, LAS deuxième année. Donc ça fait quand même beaucoup de places pour ceux qui sont en LAS, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est quoi la LAS? C'est des universités qui acceptent d'offrir une option santé. Alors, je ne sais pas dans les autres villes, mais à Marseille, bah, il y a biologie, il y a physique, chimie, il y a droit, il y a psycho, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié. Bon, langue, je crois, langue. Voilà. Donc, les étudiants vont en première année de licence à l'université et ils ont 80 heures de médecine. 80 heures. Alors, à Marseille, c'est des vidéos qu'ils peuvent visionner de chez eux quand ils le souhaitent. Ces 80 heures de médecine, c'est les mêmes cours que ceux qui sont en passe, sauf qu'il n'y en a que 80 heures. Voilà. Et dans ces 80 heures, c'est surtout des notions importantes pour l'exercice de la médecine. Alors, il y a de l'anatomie, de la physiologie, un tout petit peu de biologie cellulaire, mais il n'y a pas de matières compliquées comme la biostatistique, comme les biostatistiques, comme la biophysique, comme la biochimie, voilà, des choses qui sont très scientifiquement très difficiles à assimiler. Donc ils ont 80 heures, ça leur donne un socle pour ensuite se débrouiller en deuxième année. Alors, on ne sait pas si ça va marcher. Là, cette année, c'est la première année où il y a des deuxièmes années qui viennent de l'AS. Au Centre Laennec Marseille, on en a quelques-uns. On va voir s'ils se débrouillent aussi bien que les autres. Moi, je reste persuadé qu'ils vont se débrouiller aussi bien que les autres. Parce que pour accéder en deuxième année en passant par la licence, c'est sur dossier. Et donc, il faut avoir un très bon classement dans sa licence et ensuite avoir une bonne note dans l'épreuve qui évalue les 80 heures de médecine, de santé. L'an dernier, chez nous, il y en a un qui était en droit à Marseille. Il est terminé troisième de sa promotion au premier semestre. C'est ce classement qui est pris en compte. Ensuite, à partir de fin janvier, une fois qu'il avait passé ses examens, il s'est investi à fond sur l'apprentissage des 80 heures de médecine. Il a passé l'examen, le concours, alors c'était des QCM, hein, comme on passe, à la mi-avril. Il a eu 18,5 de moyenne sur 20 et il a été grand admis en deuxième année de médecine. C'est quelqu'un qui avait fait une filière ES, ça existait, c'était la dernière année. Donc moi, quand il s'était présenté, je dis ES, t'as pas fait de biologie, t'as pas fait de maths, moi je te conseille d'aller en LAS. Bon, il m'a fait confiance, si j'ose dire. Il est allé en droit et cette année, il est en deuxième année de médecine. Voilà. Donc, euh, d'autres sont allés en biologie. Alors en biologie, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font en biologie et en médecine, mais c'est un peu moins difficile. Et puis surtout, c'était plus facile pour eux d'être bien classés. Parce que en fac de biologie, en tout cas à Marseille, je ne sais pas si c'est dû au soleil ou à la proximité de la mer, mais les étudiants qui étaient dans leur promotion ne travaillaient pas beaucoup. Donc eux, ils ont travaillé comme autant et avec autant de sérieux que s'ils avaient été en passe. Ils ont eu un bon classement et ensuite ils ont travaillé les fameuses 80 heures et ils ont obtenu une bonne note. Et encore, il y en a un, je crois qu'il a eu seulement 11,5 dans sa note concernant les 80 heures.
et il est en deuxième année. Alors lui, ces deux-là ont dû passer l'oral. Voilà. Ils ont passé l'oral, mais ils l'ont reçu, hein. Ils ont été pertinents à l'oral, voilà, leur projet était pertinent, donc ils ont été pris. Donc moi, je vous propose vraiment de bien discuter avec vos enseignants. Je sais que dans les lycées, même les directeurs de lycée sont pas trop au courant. Dès que quelqu'un a le projet de faire médecine, dentiste, etc., on lui dit, ben, inscris-toi, on passe. Mais sachez que aujourd'hui, passer par une LAS, ça peut être une bonne voie d'accès. Voilà. Ensuite, vous savez qu'avec la réforme, on n'a plus le droit de redoubler la passe, en passe, soit on passe en deuxième année, soit on n'a pas validé son année, donc on doit s'orienter sur Parcoursup, c'est fini pour médecine, soit on a validé, c'est-à-dire qu'on a eu 10 de moyenne, mais on n'a pas eu suffisamment un bon classement pour passer en deuxième année, et dans ce cas-là, enfin l'étudiant va en deuxième année de LAS. euh, qui correspond à la mineure qu'il avait choisie, enfin qu'il avait choisi ou que Parcoursup lui a affecté. Donc cette année, au Centre Laennec à Marseille, on en a plusieurs, plus de 23 ou 24, qui sont en deuxième année de l'AS. Alors pareil, ils ont une deuxième chance à la fin de l'année, donc ils font tout pour être bien classés à la fin de leur deuxième année de l'AS. Bah, ils espèrent passer en deuxième année de médecine ou de pharmacie, etc. Euh, voilà. S'ils ne passent pas en deuxième année de médecine pharmacie, et qu'ils valident leur deuxième année de LAS, ils iront en troisième année de licence et donc ils ne perdent pas de temps. Voilà. Ils ne perdent pas de temps parce qu'autrefois, avec la PACES, il y en a qui redoublaient leur PACES et qui, au bout de la PACES, n'obtenaient pas le passage en deuxième année de médecine ou d'autres choses. Pour eux, c'était très difficile parce que ils n'avaient pas d'équivalence pour aller en troisième année de licence. Au mieux, ils pouvaient aller en deuxième année de licence, mais voilà. Donc réfléchissez bien, sachez que c'est aussi une voie d'accès, la LAS. De toute façon, sur Parcoursup, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à vous inscrire dans plusieurs passes, pas forcément dans plusieurs villes, parce que l'expérience montre que changer d'académie, c'est difficile. En tout cas pour Marseille, si on n'est pas de l'académie, c'est souvent difficile. Il y a ceux de Toulon qui arrivent un peu à s'inscrire à Marseille, mais pas tous. Il y en a qui sont obligés d'aller à Nice, euh, parce que Toulon fait partie de l'académie de Nice. Euh, mais si vous voulez avoir une chance d'être pris en passe, mettez plusieurs mineurs, hein, n'en mettez pas une seule. Alors, comment on choisit les mineurs? Il faut que la mineure corresponde à une matière pour laquelle vous avez du goût, un peu de talent, comme ça ne vous demandera pas trop de travail. La mineure, elle n'est pas classante, mais enfin, il faut quand même la valider en première année. Et puis, si vous passez pas en deuxième année, vous pourrez aller, et que vous avez validé votre année de médecine, c'est-à-dire que vous avez au moins 10 de moyenne, vous pourrez aller en deuxième année de licence. Donc, il faut que cette mineure, elle corresponde à votre plan B aussi. Hein, si vraiment vous avez absolument pas envie de faire du droit, vous pouvez prendre une mineure droit, mais dans ce cas-là, il faut réussir du premier coup. Voilà. Parce que sinon, vous allez aller en deuxième année de droit. Donc, si ça vous plaît vraiment pas, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pas des mineurs, mais mettez-en plusieurs parce que Parcoursup, parfois, on ne sait pas très bien comment ça marche, c'est assez ténébreux leur fonctionnement. Voilà, si vous voulez, l'an dernier et l'année d'avant, il y a quand même des étudiants de Marseille qui avaient mis qu'une mineure, ben, ils l'ont pas obtenue, ils n'ont pas pu s'inscrire en médecine, hein. Voilà. Et puis, mettez quand même une ou deux lasses, au moins comme route de secours, sauf si c'est votre choix premier. Et encore une fois, ça peut être très judicieux de passer par cette voie-là. Surtout si vous n'êtes pas, comment on peut dire, si vous n'êtes pas, si vous sentez que dans les matières scientifiques, vous n'êtes pas, voilà, le premier de la classe, comme on dit. Voilà, je pense que j'ai à peu près terminé, 1 heure, et maintenant je vous laisse poser des questions. Alors pour poser les questions, bah, vous remettez votre micro et vous posez la question comme ça tout le monde l'entend. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions?
que dans la première année, il y a des travails de groupe à la ENEC? Oui, alors en première année, alors pour parler de, oui, j'ai pas décrit ça, mais pour parler de Marseille en tout cas, les étudiants sont répartis dans des équipes de 8 et chaque équipe est accompagnée par 3 tuteurs. Les tuteurs sont des étudiants de deuxième année qui, selon nous, sont les mieux placés pour aider les premières années parce qu'ils ont encore en mémoire le contenu du programme et ils sont passés parce que sont en train de vivre les premières années. Moi, comme directeur, je peux dire à un étudiant, vas-y, accroche-toi, travaille, etc. Mais enfin bon, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Si un étudiant de deuxième année dit à un étudiant de première année, un tuteur dit à son tuté, tu sais, accroche-toi, moi l'année dernière à la même époque, c'était difficile, je pleurais souvent, mais tu vois, je me suis accroché, maintenant je suis en deuxième année, ça a beaucoup plus de force. Voilà. Alors, le travail en équipe, il faut, comment dire, il faut se soutenir, il y a beaucoup de travail personnel, hein. On peut pas, c'est pas comme en architecture. Par exemple, vous faites des études d'architecture, vous avez beaucoup de projets à conduire à plusieurs, et donc vous collaborez beaucoup pour construire ces projets. En médecine, chacun doit quand même apprendre ses cours, acquérir les connaissances nécessaires. Alors, le travail en équipe, c'est plutôt du côté de la méthode, ou de temps en temps, ce qu'on appelle dans notre jargon faire des sous-cols, c'est-à-dire on prend une heure et on s'interroge mutuellement, voilà, on se pose des questions. Euh, les séances d'entraînement à l'ANEC Marseille, c'est une fois par semaine et c'est une fois tous les 15 jours, c'est en grand groupe, ça rassemble 5 équipes de 8 et une fois tous les 15 jours, c'est seulement l'équipe de tutorat, on appelle ça l'équipe de tutorat. Et dans ce cas-là, c'est les 3 tuteurs qui animent la soirée et qui, en plus de ça, préparent un repas. Voilà, donc pour qu'il y ait un aspect convivial. Donc vous voyez, la dimension d'équipe, elle est plus du côté du soutien mutuel, de la convivialité, de l'encouragement, etc., que du travail à proprement parler, parce que bah, personne ne peut faire le travail à votre place, quoi. Voilà. Mais quand on a une question, quand on ne comprend pas quelque chose, on peut, enfin, la solidarité, en tout cas à Marseille, elle fonctionne à fond. À Marseille, vous ne trouverez pas un étudiant qui fera exprès de vous donner une fausse information. Voilà. Si un étudiant a une question, interroge un autre étudiant. Si l'autre étudiant a la réponse, il lui donnera la bonne réponse. Voilà. Et c'est surtout les deuxièmes années qui sont très disponibles pour accompagner, aider. Voilà. Alors ils se donnent des rendez-vous. Quand il y a besoin de beaucoup de temps, ils se donnent des rendez-vous. Quand c'est une question simple, ils envoient un texto et puis ils ont la réponse dans l'heure. Quand il y a besoin d'explications plus importantes, ils prennent le temps de se retrouver. Merci. D'autres questions? Bonjour. Euh, Oui. Euh, je voulais savoir pourquoi les centres Linec ne font pas de terminal santé et qu'est-ce que vous en pensez des terminales santé? Ah, très bonne question. Alors, euh, les centres annexes sont des associations à but non lucratif. Premier point. Donc nous, notre ambition, c'est d'accompagner les étudiants, c'est pas de faire de l'argent. D'accord? Les terminales santé, pourquoi moi je suis défavorable? C'est parce que je fais partie. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est contre-productif. Euh, Contre-productif, alors ça demande quelques explications. Le QCM, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le prof qui le fait, hein. Les épreuves, les questions qu'il va vous poser le jour du concours, c'est l'enseignant qui a donné le cours qui va faire ces questions. Les questions, les phrases, elles sont les pièges, ou je ne sais pas comment dire, ça repose sur ses expressions à lui. Ce qu'il faut apprendre, c'est le cours du prof. Donc, si vous faites une terminale santé, le cours, il aura été fait par un autre enseignant que celui de la fac. D'accord? Or, donc vous allez commencer à graver dans votre mémoire des informations selon une formulation qui ne sera pas celle de l'enseignement de la fac. Et le jour où vous allez tomber sur la phrase au concours, vous ne saurez plus si la phrase que vous lisez, c'est celle que vous avez apprise en terminale, avec le prof que vous avez eu en terminale, ou si c'est celle que vous avez apprise avec le prof que vous avez eu à la fac. Aujourd'hui, il n'y a plus de redoublants, mais la grande hantise des redoublants,
c'est quand, d'une année sur l'autre, le prof changeait. Hein, ça arrive qu'un enseignant parte à la retraite, ou bien si un enseignant a un enfant qui est en première année, il n'a pas le droit d'enseigner cette année-là. Et donc, c'est un de ses collègues qui faisait le cours. Alors, les redoublants, leur grande hantise, leur grande crainte, c'est de devoir apprendre les mêmes choses, mais enseignées par un autre enseignant. C'est ce qu'on appelle le conflit des mémoires. Bon, donc déjà, ça, c'est. Ensuite, la deuxième raison, c'est que en terminale, vous avez plein de choses à faire. Il y a des gens, moi j'en connais, hein, qui font des prépas santé en terminale, et puis quand je regarde leur dossier scolaire, plus que moyen. Il ferait mieux de s'investir vous voyez, il ferait mieux de s'investir dans les matières qu'ils ont au lycée, plutôt que de dépenser leur énergie et leur argent dans des choses en dehors du lycée. Ensuite, vous l'avez compris, la clé de la réussite, une des clés de la réussite, c'est la capacité à être autonome, à durer dans quelque chose qui est difficile, à s'organiser. Donc la terminale, c'est un bon moment pour apprendre à travailler, en faire un peu plus que ce qui est demandé peut-être. Et c'est important de faire des activités en dehors qui vous permettent de grandir humainement, de gagner en autonomie, de développer votre force mentale, parce que ça, c'est vachement important en première année. D'une certaine manière, moi, je pense que c'est mieux de faire un stage, si vous pouvez, avec un médecin ou dans une structure qui accueille des patients. C'est mieux de faire, je sais pas, il y a des associations qui emmènent des enfants avec un handicap en vacances, d'aller avec eux. S'il y a des enfants qui ont un handicap, forcément, il y aura un médecin qui va passer tous les jours ou une infirmière qui est à demeure. Vous pouvez aller voir comment elle pratique, aller discuter avec le médecin. Et le jour le 25 novembre, un mois avant le concours, quand vous aurez un coup un coup de mou, comme on dit, un peu de cafard, eh bien, vous vous rappellerez ce que vous avez fait pendant ce stage et vous vous direz, bah, c'est ça que je veux faire et vous allez vous accrocher. Alors que le cours que vous aurez fait en terminale avec un autre prof, ça va vous servir à rien sur le plan de la motivation. Voilà. Donc nous, on fait pas. Alors après, il faut pas être non plus, euh, comment dire, naïf. Moi, j'ai pas d'exigence, comment dire, comme directeur du Centre Lannec et mes collègues, c'est pareil. Nous, on équilibre nos comptes, mais on cherche pas à faire des bénéfices. Voilà. Et donc, nous, les Centres Lannec, on propose ce qui nous semble être pertinent pour vous aider au mieux. Si j'étais directeur ou entrepreneur d'une structure dont le but est de dégager le maximum de bénéfices, ce qui est tout à fait légitime, hein. Mes parents étaient commerçants, ils ont le droit de faire des sous, hein, comme on dit. Bah, qu'est-ce que je ferais? J'inventerais des produits que j'essaierais de proposer, de vendre, et ma ligne marketing, évidemment, serait de surfer sur l'inquiétude des élèves et aussi de leurs parents, parce que c'est les parents qui payent. Vous voyez, c'est de bonne guerre, hein, mais c'est commercial, le but est lucratif. Voilà. Nous, on estime qu'il n'y a pas besoin de le faire. Faites plutôt des choses qui vont creuser votre désir d'être médecin. Faites des choses qui vont vous faire grandir sur le plan humain et sur le plan de l'autonomie. Et puis au lycée, faites le programme à fond, faites-le bien, essayez d'avoir des bonnes notes. C'est largement plus pertinent que de faire des prépas terminales. Voilà. Que vous valorisez ces activités, ces expériences lors des admissions? Ah oui, oui. Ah oui, très clairement. Ah oui, enfin, oui, bah oui, parce que quand même, c'est ce que je disais quand même, il faut une espèce d'épaisseur humaine quand même pour devenir médecin. Euh, J'en ai pas parlé, mais un médecin, discutez avec des médecins, vous allez prendre conscience. Un médecin, c'est quelqu'un qui, avec chaque patient, prend des décisions qui ont un impact important sur la vie du patient. C'est le médecin qui pose le diagnostic. Faut pas qu'il se trompe. C'est le médecin qui demande des examens complémentaires. Il faut demander les bons. C'est le médecin qui éventuellement envoie chez un spécialiste. Est-ce qu'il les envoie ou pas? C'est le médecin qui propose le traitement. C'est le médecin qui vérifie que son traitement marche et éventuellement corrige ou en donne un autre si ça ne marche pas. Donc, avec chaque patient, il prend des décisions. Ça, c'est la capacité de prendre des décisions euh, importantes, décisives. Voilà, sur ses épaules repose beaucoup de responsabilités.
Ça, c'est une qualité humaine qui n'est pas évaluée dans le bulletin scolaire. En revanche, ben, quelqu'un qui fait des, je sais pas, du sport à un haut niveau, quelqu'un qui est engagé dans une association, quelqu'un qui au lycée est délégué de classe, quelqu'un qui, vous voyez, ben, ça veut dire qu'il a un peu l'habitude de prendre des responsabilités. Donc c'est plutôt favorable pour la suite. C'est pas une garantie, mais c'est plutôt voilà. Quelqu'un qui a jamais rien fait en dehors du lycée, je dis pas qu'il peut pas être médecin, mais ça joue moins en sa faveur. Dans la balance, ça pèse pas beaucoup, quoi. Voilà. L'autonomie, hein, est-ce que vous avez déjà fait des voyages seuls ou est-ce que vous êtes toujours allé avec papa, maman en vacances? Est-ce que vous avez, je sais pas, fait des voyages linguistiques, des camps avec des copains, voilà. Est-ce que- Ça, c'est important. À Marseille, il y en a, il y a quelques années, il y en a une, elle a arrêté assez vite parce qu'en fait, la première nuit, elle n'était pas de Marseille, elle venait d'une ville un peu loin. La première nuit qu'elle a passée à Marseille, le premier jour de ses études de médecine, c'est la première nuit qu'elle passait en dehors de sa famille. Et elle s'est pas sentie assez forte pour pouvoir durer ça. Elle n'avait pas d'expérience d'autonomie, je sais pas comment dire, hein. Je sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, moi, je le valorise, hein, c'est clair. Les... La Moi, question, une année, il y a un étudiant, il avait même pas des très très bonnes notes. Quand je disais qu'il fallait avoir au moins 11, lui, il avait même pas 11 dans les matières scientifiques. Il y a 10 ans, presque 10 ans, c'est la première année que j'étais là, ou deuxième année. Et puis, il m'avait fait quand même une belle lettre. Et puis, je dis, ça vaut quand même le coup de le rencontrer. Et j'ai senti il avait une espèce d'épaisseur humaine, je sais pas comment dire, de stature, enfin voilà. Et j'ai regardé son dossier. J'ai quand même pas un très bon dossier. Alors, c'était un garçon en terminale. Il pensait à autre chose que de travailler, sans doute. Et j'ai vu qu'il avait quand même 20 sur 20 en EPS et puis qu'il jouait au rugby. Alors j'ai dit, allez, je lui ai dit, hein, c'est pas gagné, mais je fais un pari. Alors ne me déçois pas. Bah, il a réussi, hein. Là, il a passé l'internat l'an dernier, il a terminé 1200. Dans les 1200 sur 9000 candidats, c'est pas mal. Donc vous voyez, c'est parce qu'il s'y est mis. Voilà, au terminal, il glandouillait un peu. Il y avait des problèmes dans sa famille, entre autres, qui le démotivaient. Et en première année de médecine, il s'y est mis. Voilà. À l'inverse, il y a parfois des gens qui ont des très bons dossiers, mais qui sont un peu à fond au lycée, et puis qui arrivent en médecine, bah, ils n'ont plus de jus, quoi. Bon, autre question? Oui, monsieur. Excusez-moi. Un élève qui va faire l'AS, est-ce qu'il sera désavantagé en deuxième année et par la suite par rapport à un élève qui a fait PACES, vu qu'il y a Alors, beaucoup plus passe, ouais. d'écarts Alors, on n'a pas de recul, puisque D'accord. cette année, c'est la première année où il y a des passes et des LAS qui sont en deuxième année. Des gens qui viennent de passe et des gens qui viennent de LAS. Mais moi, je reste persuadé parce qu'en deuxième année, si vous voulez, en première année, le contenu euh, et la manière d'évaluer et de sélectionner les étudiants, ça porte sur des choses tellement fines, complexes, compliquées, etc., qui ont parfois pas grand-chose à voir avec l'exercice de la médecine plus tard, sauf peut-être pour ceux qui vont devenir chercheurs ou je sais pas quoi. Euh, mais en deuxième année, le programme, il ressemble quand même déjà beaucoup plus à ce qu'un médecin va faire plus tard, enfin le futur étudiant fera plus tard, l'étudiant fera plus tard. Donc, il y a beaucoup plus d'anatomie, on commence à rentrer dans la physiologie. Commence à entrer dans les pathologies, hein, comment fonctionnent les grands appareils, et puis les enseignants commencent à mettre aussi quelques informations sur comment ça dysfonctionne. Et du coup, le type d'intelligence qui est sollicité est un peu différent. Il faut avoir une bonne mémoire, mais surtout, il faut avoir une capacité de synthèse, et puis il faut avoir une mémoire, comment on peut dire, c'est des arbres à apprendre. Il y a ça, 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 donc s'il y a ça, 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 il faut faire ça, il faut vérifier ça, et en fonction du résultat, on fait ça, vous voyez.
C'est à chaque fois. Et donc, c'est complètement différent. On ne va pas vous enquiquiner sur le détail du détail comme on va le faire en première année. Donc, quelqu'un qui part très clairement, si j'évoque celui qui était en droit, pour être troisième de sa promotion en droit, ça veut dire qu'il a une bonne capacité de travail, ça veut dire qu'il a les idées claires, ça veut dire qu'il est capable de rendre compte de connaissances, il est capable de rédiger, il est capable de s'organiser. Euh, Moi, je suis persuadé qu'il va très bien réussir en deuxième année de médecine, hein. Très bien. Et Là, par rapport... par exemple, l'an dernier en deuxième année, celle qui avait été major en première année, elle a terminé 390e en deuxième année. Major en première année, 390e en deuxième année. Voilà, à mon avis, elle s'est reposée, mais voilà, je t'ai coupé, vas-y. Oui, par rapport à vous parliez de enfin, des prépas qui sont mis en place. Enfin, moi, j'en fais une et je le fais pas par rapport au fait de préparer, mais juste par rapport au fait d'avoir une méthode et aussi pour avoir un dossier Parcoursup, enfin, dit en béton, enfin, pour être, vous disiez qu'il fallait un minimum en matière scientifique, ça peut toujours aider. C'est... Oui, pour Parcoursup, ça sera pas pris en compte, hein. Non, mais pour les résultats au bac et Ben, dans je sur sais les pas, tests. je sais pas ce que vous faites dans ta prépa en terminale. Si vous commencez le programme de médecine, en tout cas moi celle que je connais, c'est plutôt ça qui est fait. Ça sert à rien pour le bac, hein. D'accord, merci. Après, il y en a, ça peut se défendre. Il y en a qui se disent je fais une prépa parce que comme ça je veux voir, je veux un peu sentir de l'intérieur si ce qui m'attend l'an prochain, ça peut me plaire. Bon, c'est c'est un argument qui peut s'entendre. Tu vois, un peu de voir ce qui vous attend l'an prochain pour un peu tester, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est un argument qui peut s'entendre. Mais ne considérez pas que vous allez être hyper avantagé avec ça l'an prochain. Ça, c'est du bidon. Bah, à Marseille, chez nous, il y en a plein qui réussissent, enfin la plupart qui réussissent, ou bien ils m'en ont pas parlé, mais ils ont réussi sans passer par des prépas et sans faire des stages l'été. L'été, il faut se reposer, il faut faire des activités, il faut faire le plein d'énergie. En revanche, le premier jour de la rentrée, c'est parti. Il y en a même un, une année, qui m'a dit qu'il a redoublé. Il avait fait une prépa pendant l'été à Aix-en-Provence. Et donc, quand il est arrivé en cours le premier jour, il a trouvé facile parce qu'il avait déjà fait le cours. Et comment dire, il rigolait un petit peu, il se moquait un peu des autres en disant, tiens, les autres trouvent difficile, mais c'est fastoche, la médecine, on m'a dit que c'était difficile, c'est fastoche. Il s'est pas mis à travailler. Il était allé au bistrot, etc. Une semaine comme ça, 10 jours. Et puis après, évidemment, les stages l'été, ça correspond à à la première semaine de cours, hein. Ça va jamais tellement plus loin, hein. En 15 jours, vous faites la première semaine de cours. Il s'y est pas mis. Et quand il a compris qu'il fallait s'y mettre, bah, c'était trop tard. Et il m'a dit, si j'avais pas fait ce stage l'été, je m'y serais mis tout de suite et sans doute j'aurais réussi. Alors il a redoublé, il l'a eu en deuxième année, mais en redoublant. Mais la première année, il avait raté de peu parce qu'il avait raté le départ. Et ça, c'est à cause du stage qu'il avait fait pendant l'été. Du coup, monsieur, vous conseillez pas avant l'été et tout ça, commencer à réviser parce que je sais qu'il y en a par exemple qui apprennent l'anatomie et tout ça. Oui, Et bah, vous, il n'y a pas besoin de prendre des cours pour ça. Vous oui, récupérez les voilà. cours de première année, vous achetez un livre d'anatomie qui est bien fait, vous allez sur Internet. Il y a des logiciels, pas des logiciels, là, des applications qui sont très bien faites où on vous fait découvrir l'anatomie en 3 dimensions. Hein, vous prenez, je sais pas, au programme à Marseille, il y a le squelette humain, bah hop, allez-y. Vous apprenez déjà le squelette, il y a l'appareil cardiovasculaire, hop, vous apprenez l'appareil mais vous n'êtes pas obligé de prendre des cours pour ça. Et après, attention, il ne faut pas arriver fatigué et stressé, hein. Alors, vous pouvez commencer à faire des petites choses, mais par vous-même. Ce que vous pouvez faire pendant l'été, c'est, je parle encore une fois pour Marseille, c'est refaire le programme de chimie de terminale. Le programme de chimie, c'est quand même, si vous allez en passe, c'est bien de le maîtriser. Si vous n'avez jamais fait de chimie, ça, il faut en faire pendant l'été. Faut vous procurer un livre de terminale de chimie et faire le programme de chimie. Parce que
En biochimie, ça suppose d'avoir acquis en gros les connaissances de terminale. Puis en Vous pouvez, physique aussi, d'ailleurs. à Marseille, en physique, ça n'a rien à voir. C'est de Ah la oui, d'accord. biophysique. À Marseille, il n'y a rien à voir. En revanche, en maths, à Marseille, il faut réviser les fonctions usuelles, les probabilités et les statistiques, si vous en faites en terminale, ça c'est bien. À Lyon, c'est la Euh, même chose. et puis en biologie, en SVT, c'est pas mal de réviser le programme de biologie. Donc si vous n'avez pas pris SVT, vous achetez un livre de terminale de SVT et puis vous commencez. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. Vous demandez éventuellement à vos copains du lycée qui ont fait SVT de vous expliquer si vous ne comprenez pas. Mais, voilà. Mais vous pouvez le faire par vous-même et en mode vacances. En mode vacances, 1 heure tous les jours sur la plage, quoi. Pour arriver, encore une fois, la stratégie, c'est d'arriver le plus en forme possible le jour de la rentrée. Parce que 14 semaines, c'est très long. Et ceux qui arrivent déjà fatigués ou tendus ou stressés ou je sais pas quoi, ils finissent par le payer au 15 novembre. Et c'est au 15 novembre précisément qu'il faut aller puiser dans ses réserves pour tenir le coup jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 15 décembre. Et les réserves, ben, on les constitue pendant l'été. Donc le soleil, le sommeil, les amis, la musique, le sport, enfin tout ce que vous voulez. Si vous Alors, commencez par à contre, faire un été de studieux ou bosser comme des malades, vous allez pas tenir le coup, hein. oui, oui, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'une fois que l'année a commencé, il faut aller très vite, hein. Ah oui, C'est-à-dire voilà. qu'il faut la transition, la vitesse de croisière elle doit être atteinte très très vite parce Oui, oui. que en plus à Lyon, à la faculté de Lyon Est, il y a un partiel mi-octobre. Donc ça veut dire que ceux qui démarrent très très vite, c'est ceux qui ont clairement un avantage. Euh, voilà, c'est. Ah oui, oui. Le jour de la rentrée, chacun doit savoir exactement, il doit avoir une stratégie d'apprentissage. Donc, il doit savoir exactement comment il va s'y prendre, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire, voilà. Et en gros, il n'y a pas de recette. Alors, vous le verrez dans les autres vidéos, les autres séances de ce Boost sa méthode, mais je ne veux pas tout dévoiler, mais en gros, ça repose sur la répétition. Il faut voir le cours, ce qu'on appelle la vision, et après, il faut des révisions. Voilà, il faut revoir le cours. Donc généralement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on conseille à Marseille. Les étudiants vont en cours le matin, les cours sont le matin, ils apprennent le cours l'après-midi. Pour 2 heures de cours, il leur faut quasiment 3 heures. Et le soir, ils font des révisions de la veille. Le samedi, ils révisent toute la semaine. Et le dimanche, ils révisent une matière depuis le début de l'année. Voilà. Donc, vous Voilà. voyez, c'est des grosses journées, des grosses semaines. Voilà. Question aussi. Parce que là, vous dites, du coup, les étudiants en médecine, ils vont à la fac et ils écoutent tous les cours. Parce que moi, je sais que je connais des personnes qui sont. On vous entend pas très bien. Est-ce que vous pourriez parler plus fort là? Il y a quelqu'un Oui, qui oui. parle. Ah, je disais, là, vous dites que ceux qui sont en études de médecine, ils vont à la fac et ils assistent à tous les cours. Mais moi, Oui, oui. j'ai des amis qui sont en études de médecine et qui disent qu'en fait, ils font une prépa à côté ou qui ont fait aussi l'INEC et qu'en fait, Oui, oui. ils Après, tournaient à il y a tour de des gens rôle qui et vont qui pas se en donnaient cours, cours. oui. Il y a des gens qui vont pas en cours, mais ça dépend des cours. Par exemple, à Marseille, le cours de maths, le polis, ce qu'ils appellent le polis, les polis, c'est des supports de cours que les enseignants mettent à disposition des élèves, des étudiants, qui sont pas les cours, qui sont des schémas ou qui sont on appelle ça des plans, etc. En maths, le poly fait loi. C'est le poly, c'est sur le poly que les étudiants vont être interrogés. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas en cours de maths, qui préfèrent le bosser chez eux. Après, il y a beaucoup de gens qui préfèrent travailler sur les cours des années précédentes, de l'année précédente, ou sur la version réactualisée. Il y a un truc qui s'appelle Medibox. Alors, il télécharge le cours à 14 heures. En gros, il est mis à jour. Euh, Seulement, ces cours sur papier qu'on a à l'avance, il n'y a pas quand même les explications. Je sais pas comment dire. Il manque tout ce qu'on appelle le métalangage. Le prof, il dit des choses qui vont pas être retranscrites dans le cours sur papier. L'intonation de sa voix, il va mettre l'accent sur, il va dire, ça c'est important. Vous voyez? Donc ne pas aller, enfin il y en a ceux qui ne vont à aucun cours réussissent pas forcément très bien.
Ensuite, il faut apprendre aussi à prendre des cours en notes parce que dans les années, alors en deuxième, troisième année, les étudiants ils se débrouillent, ils font ce qu'on appelle des ronéos, très bien. Mais en quatrième, cinquième, sixième année, il n'y a plus de ronéo, il n'y a plus de cours sur papier, enfin des années précédentes, c'est chacun qui doit se débrouiller. Donc ceux qui n'ont pas appris dès la première année à prendre un cours en notes, enfin, ils sont un peu embêtés, hein. Tous ceux qui réussissent bien à l'internat, c'est des gens qui en première année sont plutôt allés en cours. Là-dessus, il y a pas d'exception quasiment. Et puis ensuite, je vais encore un peu plus loin. Euh, quand vous serez externe, en, quand vous serez externe en quatrième, cinquième, sixième année, on va vous demander de faire des examens cliniques auprès des patients et après on va vous demander de faire un compte rendu. Eh bien, très clairement, ceux qui ne savent pas prendre un cours en notes, ils ne savent pas faire un compte rendu. Ah, ils peuvent l'apprendre, mais ils ne savent pas faire. Parce que prendre un cours en notes, c'est être proactif dans l'écoute, c'est commencer à trier les informations, c'est à retenir celles qui sont importantes, c'est aussi une manière de mémoriser. Voilà. Donc il faut, voilà, dans la balance, il faut bien sous-peser qu'est-ce qui vaut mieux. Moi, là, je viens de voir en entretien 80 des 320 étudiants de première année. Il y en a qui vont pas en cours, qui ont des très bonnes notes euh, épreuves d'entraînement. Donc très bien, ça veut dire que leur méthode, elle marche, hein. Il n'y a pas de méthode absolue. Voilà. Mais il y en a qui vont en cours. Enfin, dans ceux qui marchent bien, quand même, la plupart, ils vont en cours. Peut-être pas à tous les cours, mais ils vont quand même à un certain nombre de cours. Voilà, donc il Oui, à Lyon, faut. c'est un peu la Voilà. même Alors chose. je sais que alors si je termine là-dessus, je sais que d'autres officines disent à leurs étudiants n'allez pas en cours, ce qui est un petit peu bizarre parce que quand même la tradition de la médecine, c'est quand même ceux qui savent qui transmettent à ceux qui savent pas encore. Euh, c'est- N'allez pas en cours et en revanche venez chez nous, on va vous faire des cours. Mais ça c'est stupide. Enfin, c'est le cours du prof à la fac qu'il faut apprendre. Donc avoir un cours en plus, euh, c'est redondant, c'est chronophage. Voilà. Bon. Je sais pas si ça répond à Pierre, ta question. Oui. Oui. alors Pierre, je Il te reste 4 remercie. minutes. Alors, ce que je propose, c'est d'utiliser les 4 minutes qui restent avant de vous inviter à vous reconnecter la semaine prochaine sur le même lien pour la session avec Sébastien Martinez, le champion de mémoire. De prendre le temps de cliquer sur le petit lien que je viens de mettre dans le chat pour que vous puissiez faire l'évaluation de la séance. Pour nous, c'est très important de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, vous avez quelques minutes. Si vous voyez pas où il se trouve, vous me le dites. Enfin, je l'ai mis dans le chat, hein, j'ai juste mis le petit lien. Et puis vous répondez à ça. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous ferai parvenir aussi, en tout cas à tous ceux qui sont inscrits, le lien pour accéder à la séance qui est enregistrée. Comme ça, vous pouvez le regarder après si vous en avez besoin. Ce sera sur YouTube, hein, je le mettrai sur YouTube. Voilà. C'est clair? Monsieur Benoît Copeau, Oui, oui. est-ce que tout ce qu'a mentionné Pierre dans la séance est aussi valable pour le centre Laennec à Lyon, où il y a quelques Alors, modifications? pour être tout à fait honnête, je m'occupais en partie de la journée porte ouverte au centre Laennec Lyon, mais comme je connais ce que dit Pierre-Claire Midi, ce que j'ai déjà entendu, oui, oui, c'est globalement valable. Après, il y a des détails, il y a des petites différences par rapport à des matières, des coefficients, des choses comme ça, mais tous les principes sont les mêmes, hein. C'est les mêmes Oui. défis, les mêmes Vous avez, problématiques. vous avez des tuteurs aussi Voilà, à Lyon? Pardon? Vous avez des tuteurs aussi à Lyon? Oui, 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 ce oui. sont des deuxièmes années, c'est-à-dire qu'ils sont dans les groupes de travail et donc ils répondent aux questions, ils organisent aussi l'école, l'école et puis les examens blancs. Voilà, oui, C'est pareil. c'est valable, en gros. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Euh, Combien vous recevez de candidats à Lyon et combien vous en acceptez, juste pour savoir? Alors, l'année dernière, en fait, globalement, j'en ai accepté
plus des trois quarts, même un peu plus. Alors, il y a certains nombre d'étudiants, et j'ai pas autant rempli la promo que je pouvais. C'était à cause de Parcoursup, en fait. C'est parce qu'il y a des étudiants, des élèves qui n'ont pas été acceptés par Parcoursup à cause de leur dossier ou d'autres choses, que j'ai appelé certains parce qu'ils avaient un bon dossier, mais ils n'ont pas été acceptés pour des questions de choix de mineurs disciplinaires ou de licence. Ils ont négligé les licences accès santé. Ça me permet de dire, je ne sais pas si tu en as parlé, que vraiment faites Oui. très attention. Choisissez un maximum de mineurs disciplinaires qui correspondent à des choses que vous pouvez réussir. Et puis, ne négligez pas la LAS parce que normalement, l'année prochaine, il devrait y avoir 50% de LAS, 50% de PASS dans la promo de deuxième année. Donc, sachant que dans les LAS, il y a des gens qui viennent de PASS, vous voyez? Donc, c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est prévu. Donc, tout ça pour vous dire que globalement, nous, on est un petit peu différent de Marseille, c'est pas la même configuration. On accepte plus, on est moins sélectif qu'à Marseille. Je pense qu'on peut dire ça. Sélectif, pas à terme de, je veux dire, en termes d'exigence, mais en termes de nombre de candidatures. Voilà. Parce qu'il y a il y a plus de concurrence à Lyon qu'à Marseille, donc forcément, on est. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Merci répondu à beaucoup. votre question. Si, merci beaucoup. Voilà. Bon, c'est un peu dommage d'ailleurs, hein, parce que on est toujours, moi, je suis toujours ravi d'en accueillir autant qu'on peut. Et puis en plus, on a de très bons résultats. L'année dernière, il y avait plus de 70% de réussite pour pour arriver en deuxième année. Donc, il n'y a aucune raison d'hésiter. Voilà. Il y a, comme je dis, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Voilà. Excusez-moi, j'ai juste une question par rapport à l'AS. Le nombre de gens qui réussissent à avoir la deuxième année en LAS, proportionnellement parlant, c'est plus important ou pas qu'en PACES? Bah, Alors, enfin, à Marseille, oui. on n'a pas de. À Marseille, très clairement, l'an dernier, c'était plus facile, passe, puisque en passe, ils étaient au début de l'année 1600 et il y avait 193 places en médecine. Et en LAS, ils étaient 800 au début de l'année. Il n'y avait pas de LAS 2 quasiment. Il y avait été 800 en LAS 1 au début de l'année. Sauf qu'à passer le concours, ils étaient en juin, en avril, ils étaient plus que 180. Et pour eux, il y avait, parce que l'an dernier, il y avait aussi les PACES qui redoublaient. Et pour eux, il y avait 83 places, je crois. Donc, vous voyez, 180 pour 83 places, alors que de l'autre côté, c'était 1600 pour 183 places. Et puis, il y avait Alors, les PACES, les redoublants, parce que bon, alors, du coup, c'est difficile de savoir. Alors, l'année en cours, à Marseille, d'après ce que j'ai compris, ils sont encore 1600 passes, et il y aura donc 40% des places, en gros 200 places pour eux. Ça va pas changer beaucoup. Et puis en LAS, ça va se partager entre les LAS 1 et les LAS 2, 30% chacun. Mais je ne sais pas combien ils sont inscrits. Voilà, donc on ne peut pas savoir. bon, à Lyon, ce que je peux dire grossièrement, c'est que c'est quand même beaucoup moins sélectif maintenant qu'à l'époque de la PACES. Alors, c'est dû à une chose, c'est qu'il y a Parcoursup, en fait. C'est qu'en fait, il y a une sélectivité qui se fait au niveau de Parcoursup. Et l'autre élément, c'est que en fait, c'est dû aux critères de choix. Alors ça dépend des académies. On voit que il y a des gens qui sont des profils qui sont favorisés. Je pense qu'il y a des critères de discrimination positive qui malheureusement sont pas forcément des bons paris. Donc en fait, il y a des gens qui auraient pu réussir, qui peuvent être empêchés de faire médecine comme ça. Et puis d'autres qui auraient moins de chance, qui peuvent se retrouver plus facilement en passe ou en LAS, mais qui échouent. Et il y en a pas mal qui abandonnent en fait en cours de route, hein. Et enfin, en tout cas, ce que j'ai clairement vu l'année dernière, c'est déjà première règle, tant que vous n'avez pas fini, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Donc vous ne lâchez pas, hein, jamais. Vous battez jusqu'au bout. Vous ne savez pas. L'année dernière, sur Lyon, il y a eu 90 étudiants qui ont été repêchés en passe parce qu'il n'y avait pas assez de candidatures en LAS. Pourquoi? Parce que en fait, ils n'avaient pas réussi à remplir les LAS.
Et en plus, il y en a plein qui ont abandonné en milieu d'année, plus de la moitié en droit. Donc en réalité, ça fait qu'il y a une sélectivité mais qui se fait complètement différemment. Ouais, Euh, ouais. Mm. voilà. Voilà. Mais pour vous, l'an prochain, enfin, les choses vont se stabiliser. Je pense que pour Voilà. votre génération, l'an prochain, euh, je- enfin, en termes de nombre d'inscrits au début de l'année et de nombre de places en deuxième année, quelle que soit la filière, ce sera quasiment équivalent. Mm. Le rapport sera quasiment équivalent. Bon, et puis j'aime bien dire que c'est pas les statistiques qui vont raconter votre histoire, hein. Ouais, Ça donne des ouais, idées, ouais. hein. Mais en fait, ce qui va déterminer que vous allez réussir ou échouer, ce sont la somme des décisions que vous allez prendre. Et ça, c'est pas les statistiques qui vont les déterminer. Ça, c'est vous qui allez prendre des décisions qui vont vous aider à réussir ou pas. Donc les statistiques, ça dit beaucoup de choses, mais en même temps, ça dit pas tout. Et Voilà. juste j'ai une question, vous avez parlé de 80 heures pour la LAS d'option santé. Je Oui. voulais savoir si c'est 80 heures dans toute l'année ou alors 80 heures Oui. par semestre. Non, c'est toute l'année. En fait, il y a en LAS 1, il y a 80 heures. Les vidéos sont mises en ligne à peu près là maintenant, non même un peu avant, en octobre. Et l'examen a lieu à la mi-avril. Voilà. Donc ils ont quelques mois, voilà. Ils les visionnent par eux-mêmes. Et puis ils prennent des notes. L'an dernier, c'était la première année, donc il n'y avait pas de cours déjà écrits qui existaient. Voilà. Maintenant, cette année, je ne sais pas s'il y en aura. Et puis, ils apprennent. Voilà. En LAS 2, c'est 40 heures et 40 heures. Je crois qu'en LAS 2, c'est par semestre. Il y a Ouais. eu 40 heures au premier semestre et 40 heures au deuxième. Mais il y À aura Lyon, qu'un, c'est tout au deuxième semestre. voilà. Mais il y aura qu'un examen. Oui. Bon, chers amis, en tout cas, je vais vous laisser parce qu'on m'attend.